Comment faire pour cultiver une autonomie au sein de l'entreprise et permettre d'avoir une performance durable à l'intérieur de votre équipe? Dans cette vidéo, nous allons d'abord reparler de ce que c'est que l'autonomie et comment vous pouvez faire pour favoriser cette autonomie individuellement et collectivement au sein de l'équipe. Puis dans une deuxième partie, nous rappellerons comment se constitue une équipe performante. Je m'appelle Nolwenn Bernachat-Solange, je suis coach en leadership, consultante en management. J'accompagne depuis plus de 15 ans des dirigeants d'entreprise, des managers, des comités de direction, avec comme perspective proposer des méthodes de management qui permettent de ne pas choisir entre sérénité et efficacité. Téléchargez dès à présent ma masterclass pour vous aussi commencer à réfléchir à votre pratique et éprouver plus de confort en tant que manager et leader. Et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube, vous recevrez plein de conseils à appliquer directement au quotidien. Alors c'est parti, commençons par parler de l'autonomie. Qu'est-ce que c'est que l'autonomie? Je vais décrire pour vous le cycle de l'autonomie qui est proposé. Alors c'est parti, qu'est-ce que c'est que l'autonomie? On en parle beaucoup sans savoir exactement ce qu'il y a derrière et puis surtout comment faire pour pousser les personnes, les collectifs à s'en emparer. Décrivons ensemble le cycle de l'autonomie. Première étape, il y a la dépendance. Toute personne qui arrive dans une équipe, qui arrive dans une entreprise ou qui commence ses missions sur un nouveau projet, se trouve en situation de dépendance. C'est-à-dire qu'elle a besoin d'avoir un cadre très précis où on va lui donner les objectifs, on va lui expliquer la méthode, on va lui rappeler avec qui cette personne va devoir interagir, etc. Donc au début, il y a une part d'acceptation, même une forme de soumission aux directives qui sont proposées, qui met la personne plutôt en situation donc de dépendance. Ce n'est pas une situation qui va être acceptable longtemps. Les personnes ont besoin d'exister et de s'exprimer. Et donc, elles vont passer à l'étape d'après, qui est la contre-dépendance. C'est le moment où chacun va estimer avoir quelque chose à dire, sa petite pierre à apporter à l'édifice et donc va chercher à négocier, à revendiquer, voire même à s'opposer. C'est pour ça qu'on parle de contre-dépendance, puisque c'est le moment où les personnes vont commencer à dire « bah non, moi j'aimerais faire comme ça » ou « non, je ne suis pas d'accord, je pense qu'il y a une meilleure méthode », etc. Déjà, en tant que leader, en tant que manager, c'est intéressant de pousser les personnes à oser aller vers la contre-dépendance en montrant qu'on est ouvert à la critique, qu'on accepte la remise en question. On va aider les personnes à sortir de la soumission, de la dépendance par crainte de ne pas faire l'affaire, par crainte de créer des difficultés ou de s'opposer. Donc la première étape pour pousser à l'autonomie, c'est de montrer qu'en tant que manager, on est parfaitement ouvert à la discussion, qu'il n'y a aucun problème à remettre en question les choses, tant que c'est fait d'une manière professionnelle, évidemment. Troisième étape, de monter en autonomie, passer de la contre-dépendance à l'indépendance, car à un moment donné, c'est facile de tout critiquer, de dire non, de s'opposer. Être professionnel, c'est aussi, au-delà de ce constat, apporter, proposer des solutions. Mais lorsqu'on apporte des solutions, il faut aussi s'engager à assumer les responsabilités, à assumer ses choix. Et ça, c'est passé à l'étape de l'indépendance. En tant que manager, poussez les personnes à entrer dans cette autonomie. Forcez-les à sortir du « mais pourquoi il faut faire comme ça? Moi, je trouve qu'il faudrait faire autrement », qui est l'étape de la contre-dépendance, à « comment tu pourrais t'y prendre concrètement? Comment tu vas faire pour t'emparer de cette idée et commencer à la déployer? » Poussez-les à l'action, poussez-les à tester. Soyez un leader qui pratique la méthode test-erreur, c'est-à-dire tu t'es opposé, tu as proposé quelque chose, je le valide, je te propose de le tester et nous verrons ensuite si la proposition est pertinente ou non. Vous permettez aux personnes d'entrer dans l'indépendance. Mais l'indépendance n'est pas l'autonomie. Il s'agit surtout de ne pas laisser les personnes stagner à ce niveau-là. Ce qui est très rapidement le cas, car l'indépendance procure une certaine forme de confort. Déjà, un confort psychique, parce qu'on se considère un peu expert, on peut travailler à sa manière, selon sa méthode, selon ses propres règles, et donc c'est relativement confortable. Mais les personnes vont s'installer dans un fonctionnement individuel, un fonctionnement un peu isolé, et ça va créer des collectifs qui manquent de collaboration, qui manquent de transversalité. Et ça, vous devez lutter contre en poussant à aller vers la dernière étape du cycle de l'autonomie, qui est l'interdépendance. L'interdépendance, c'est une étape de maturité complète. C'est lorsque l'on est capable de dire qu'on a de la valeur,
qu'on a des compétences au sein du collectif, mais qu'à l'intérieur de ce collectif, il y a tout autant de personnes qui, elles aussi, ont la possibilité de nous épauler, de nous aider, et que on va régulièrement, les uns, les autres, se soutenir, échanger, s'écouter, croître collectivement. Ça suppose une forme de lâcher-prise. Ça suppose une forme de renoncement. Cesser de faire uniquement selon ses propres standards, uniquement selon ses propres méthodes. Il faut accepter de faire ça, de travailler au rythme des autres, au rythme du groupe, avec le sentiment dans un premier temps que ça peut nous ralentir, par exemple. Sauf qu'à moyen et long terme, c'est le seul et unique véhicule pour pouvoir réellement performer. Donc en tant que manager, votre objectif, c'est de pousser les individus et les équipes à aller jusqu'au bout du cycle de l'autonomie que représente l'interdépendance. Seconde partie de la vidéo, bien entendu, une fois qu'on a parlé de cette autonomie, eh bien, il est intéressant de rappeler de quelle manière se construit et se structure une équipe qui va être performante. Il y a 4 étapes de structuration d'une équipe. La première étape, c'est le forming, la constitution, c'est-à-dire les personnes se rencontrent, elles se découvrent, elles apprennent à fonctionner ensemble et c'est un moment un peu de statu quo. Tout le monde se regarde, tout le monde s'observe, ça bouge assez peu. C'est le moment où le leader est là pour fixer le cadre, pour rappeler comment on va fonctionner collectivement, quelle va être la culture d'équipe. Et puis, il y a la deuxième étape, qui est l'étape des turbulences. C'est le moment où les gens, justement, vont commencer à avoir une idée plus précise du fonctionnement et les premiers conflits vont émerger parce que chacun cherche à trouver sa place par rapport aux autres et ça crée des petites tensions, des petites crispations. Ça n'est absolument pas grave. Une équipe devient une équipe lorsqu'elle a réussi à dépasser sa première tension, son premier conflit. Tant qu'il n'y en a pas eu, c'est que tout le monde se tait, c'est que les gens ne s'expriment pas. Lorsque vous entendez quelques petites tensions arriver, eh bien, c'est qu'il y a des frictions, c'est que les personnes cherchent à se confronter et à créer ce collectif qui va fonctionner. L'étape d'après, c'est l'étape de normalisation. Voilà. Tout le monde sait à peu près quelle place il a dans le groupe, quel rôle il joue, quelles sont les compétences attendues. C'est plus confortable, mais ça n'est pas suffisant, car il ne s'agit surtout pas que les gens se contentent et s'installent dans un rôle qui va être anévolutif, pérenne, et que tout le monde s'installe sur sa zone de confort sans plus jamais en sortir. Vous, ce que vous souhaitez, c'est qu'ils aillent vers la 4e étape, qui est l'étape de performance, où chacun connaît sa place, son rôle, ses compétences, mais s'efforce, grâce au collectif, à sortir régulièrement de cette zone de confort, à se confronter aux idées des autres, à être dans la co-construction, la coopération, l'innovation, pour essayer de toujours aller plus loin et donc d'innover, de performer. Vous voyez que les 4 étapes de constitution d'une équipe rejoignent énormément le cycle de l'autonomie. Et donc, vous pouvez manager les 2 cycles en même temps, en poussant l'ensemble de l'équipe à aller vers sa performance et en poussant chaque individu qui la constitue à comprendre la pertinence de l'interdépendance. Et c'est valable pour vous. Car parfois, certains managers ont du mal à comprendre également la pertinence de cette interaction, vont chercher à rester dans l'hypercontrôle, vont chercher à être au courant de tout, vont avoir du mal à déléguer. Si c'est ce que vous ressentez, posez-vous la question de où en êtes-vous vous-même par rapport au cycle de l'autonomie. Il est probable que vous soyez encore en oscillation entre indépendance et interdépendance. Ça n'est pas grave, c'est l'occasion pour vous de vous poser les bonnes questions et de vous dire mais de quoi ai-je besoin pour aller encore plus vers mon collectif de travail? Que puis-je faire pour encore plus accorder ma confiance et faire en sorte qu'on soit dans un feedback feed-forward, qu'on se nourrisse les uns les autres de manière efficace. Voilà ce que je voulais vous dire sur l'autonomie et la performance. J'espère vous avoir apporté 2 outils qui vont vous aider à formaliser votre pratique. Si vous avez aimé la vidéo, signalez-le et puis abonnez-vous à ma chaîne YouTube pour recevoir plein de nouveaux outils et plein de nouveaux conseils. À très bientôt!